Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Et l'une d'elles, c'est le son d'un cri qui ne revint jamais. Ce devait être un simple dimanche tranquille dans la demeure des Vasconcelos. Piscine chauffée, odeur de viande sur le gris, rire nonchalant et verre plein. Mais ce qui devait être un barbecue s'est transformé en recherche. Ce qui était des rires est devenu un écho. « Où est Lucas ?» demanda la mère, pour la 3e fois déjà, et réajustant son chemisier blanc avec une main tremblante. Personne ne répondit. Le père, Mauricio Vasconcelos, millionnaire dans le secteur cosmétique, resta figé dans le temps. La fourchette tomba dans l'assiette. Le monde sembla s'arrêter à l'instant exact où ils se rendirent compte, l'enfant, à peine âgé de 6 ans, avait disparu. Dans un lotissement fermé, avec 12 caméras, des gardes à la guérite et une clôture électrique capable de choquer même les oiseaux curieux. « Impossible, c'est impossible !» répétait Mauricio, comme s'il se parlait à lui-même. Mais l'impossible aime apparaître quand on s'y attend le moins. Les minutes devinrent des heures. Les heures de la panique. Le soleil se coucha sans laisser de traces, et avec lui disparut l'espoir d'un dimanche ordinaire. Ils appelèrent la police, chien pisteur, hélicoptère. Même le voisin, colonel à la retraite, apparut avec une lampe torche et un air de savoir plus qu'il ne disait. Mais rien. Pas de traces, pas de sandales, pas de bruit, pas de demande de rançon. La disparition de Lucas devint un mystère. Et le mystère, quand il s'agit d'un enfant, pèse différemment. Mauricio s'enferma dans sa chambre à la fin de la nuit, laissa pousser sa barbe, arrêta de dormir. L'entreprise s'effondrait? Qu'elle s'effondre. Le patrimoine fondait? Qu'il fonde. Le monde pouvait bien s'écrouler tant qu'on lui rendait son fils. Et c'est dans ce silence d'un père qui saigne qu'un mouvement se fit sentir. Un indice, une piste, ou peut-être seulement le destin jouant au détective. Mais cela, nous le découvrirons au chapitre suivant. On dit que lorsque la vie crie, le cœur écoute. Mais lorsque le silence dure trop longtemps, même le désespoir se met à chuchoter. 3 jours après la disparition de Lucas, alors que la demeure se transformait en centre d'opération de la police, avec plus d'uniformes qu'un défilé, Mauricio Vasconcelos reçut une enveloppe. Simple, froissée, jetée sous la grille de fer. Sans expéditeur, sans timbre, juste un papier à l'intérieur et une phrase écrite d'une écriture tordue et d'une encre baveuse. Ce que l'argent ne voit pas, le temps le révèle. Et une adresse, rue des Pêcheurs, 178, Fond. Mauricio la regarda comme on regarde une sentence. Ça pouvait être une blague, un appât, un piège. Mais lorsque l'âne ne tient à qu'un fil, n'importe quel nœud semble être un salut. Il y alla, seul, sans police, sans garde de corps, juste lui, la clé de voiture, et une peur qui battait fort dans la poitrine. À son arrivée, il trouva ce que aucun film à suspense n'oserait écrire. Une ruelle étroite, entourée d'immeubles décrépits, odeur de friture rance, et le son lointain d'une radio qui jouait une chanson certaine déjà triste. Au fond, une petite porte en bois pourri, avec le numéro 178 peint au correcteur blanc. Il frappa 1, 2, 3 fois. « Y a quelqu'un ?» Sa voix sortit plus basse que prévu. Rien. Mais avant qu'il pût frapper une 4e fois, la porte s'ouvrit d'elle-même, et un homme en sortit. Sale, maigre, un chapeau usé couvrait la moitié de son visage. « Tu es venu ?»
dit-il, comme s'il savait qu'il viendrait. Mauricio recula d'un pas, méfiant. « Qui êtes-vous? Que savez-vous de mon fils ?» Il sourit. Un sourire tordu, de ce qui cache plus de douleur que de dents. Il tendit la main. Dans celle-ci, un petit objet, rouillé, mais reconnaissable, le pendentif que Lucas portait autour du cou. Un petit ange en argent, cadeau de la grand-mère, qu'il n'en enlevait jamais. Mauricio trembla, ses jambes faiblirent, le sol sembla vouloir tout avaler. « Où est-il » hurla-t-il, la voix brisée par l'angoisse. L'âme simplement dit « Pour retrouver ton fils, tu devras retourner à l'endroit où tu avais juré ne jamais revenir. » Et sur ces mots, il referma la porte. Silence. Mauricio resta là, immobile, le pendentif brûlant dans la paume de sa main. Ne sachant pas s'il devait pleurer, courir ou appeler quelqu'un. L'adresse du passé l'attendait, et avec elle, des blessures jamais refermées. Oui, il y a des lieux qui puent plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et parfois, pour retrouver ce qu'on a perdu, il faut revenir là où l'on avait juré de ne jamais remettre les pieds. La voiture de luxe descendait le chemin de terre comme si elle n'y avait pas sa place. Pneus trop fins pour cette boue épaisse, suspension trop délicate pour la réalité qui se cachait derrière les buissons. Mauricio Vasconcelos, l'homme qui avait un hélicoptère pour éviter la file à l'aéroport, se retrouvait là, en sueur, à l'intérieur d'une Audi qui semblait rapetisser sous l'effet de la peur. Le GPS ne reconnaissait plus la zone, et peut-être valait-il mieux ainsi. Car cet endroit n'était pas seulement géographique, il était émotionnel. Là vivait le passé. Plus précisément, sa mère. Oui, la femme qu'il n'avait pas vue depuis plus de 20 ans. Celle-là même qu'il avait laissée derrière lui quand il avait décidé de gravir les échelons, quand il avait juré de ne plus jamais être le fils de la femme de ménage, comme ses camarades d'université se moquaient. La femme qu'il avait élevée seule, en nettoyant des sols et en repassant le linge des dames riches, vivait désormais dans une cabane en bois, fenêtre brisée, clôture tortue. Il gara la voiture et resta là, immobile, moteur éteint, cœur criant. « Tu es ridicule, Mauricio !» se murmura-t-il en se regardant dans le rétroviseur. « 20 ans sans lui faire face, et maintenant tu veux frapper à sa porte pour demander de l'aide !» Mais il descendit, en costume, chaussures couvertes de boue et les yeux perdus. La porte était entr'ouverte, et de l'intérieur, une voix rauque se fit entendre, qu'il aurait reconnue dans le noir. « Si tu es un fonctionnaire, tu peux repartir, mais si tu es un fils ingrat, la porte est ouverte. » Silence. Il entra. La maison était petite. Elle sentait le café rance et le bois humide. Une radio branchée sur la M rapportait des tragédies quotidiennes, avec le ton blasé de ceux qui ont tout vu. Dans un coin, un fauteuil rapiécé. Et dessus, elle, Doña Aurea. Plus petite qu'il ne s'en souvenait, plus fragile, mais avec le même regard qui faisait tomber toutes les excuses. « Bonjour, maman », dit-il, presque sans voix. Elle ne se leva pas. « Je ne suis pas la mère d'un inconnu. Mon fils n'oublie pas ses origines. Mon fils ne devient pas une statistique d'égocentrique. » Mauricio essaya de s'approcher. Elle leva la main, un geste simple, mais aussi violent qu'un coup de feu. « Pardonne-moi », murmura-t-il, la voix brisée. « Je ne viens pas pour moi, je viens pour Lucas. » Elle l'observa, pendant quelques secondes qui semblèrent une éternité. « L'enfant a disparu, n'est-ce pas ?» Il acquiesça. « Tu sais quelque chose ?» Elle se leva avec peine, marcha jusqu'à une vieille armoire, en sortit une enveloppe. À l'intérieur, une photo. Lucas, dans un lieu qu'il ne reconnaissait pas. Il souriait, mais derrière lui, un symbole peint sur un mur. Mauricio ouvrit bien les yeux. « C'est du foyer Saint-Pastorion !»
L'orphelinat que tu détestais tant, c'est lui où on a laissé ton frère. » Mauricio se figea. « Mon frère est mort à la naissance, maman. »« Non, non, Mauricio, il a vécu. Il a été emmené. Tu avais un frère, et peut-être c'est lui qui sait maintenant où est ton fils. » Le temps s'arrêta, l'air s'envola. Un frère perdu, un fils disparu, et le destin nouant tout avec une corde que personne ne voulait défaire. On dit que le destin écrit droit sur des lignes courbes, mais dans ce cas, le papier était déchiré et la plume sans encre. Mauricio conduisait comme quelqu'un qui fuit soi-même. La voiture avançait sur le chemin de terre pendant que le soleil se cachait derrière des cloutes, des glardines, des clôtures tortues. Le panneau rouillé apparut comme un murmure dans la broussaille. Foyer Saint-Bastario, depuis 1962. Il s'arrêta, respira profondément et pensa « Comment ai-je pu ignorer cela? Comment ma mère a-t-elle pu me cacher un frère toute ma vie ?» Mais une part de lui connaissait déjà la réponse. Il n'avait jamais voulu savoir. La vérité n'apparaît parfois qu'à ceux qui ont le courage de poser les bonnes questions. Il sortit de la voiture. Le portail était à moitié ouvert, glissant sous le vent. À l'intérieur, le vieux bâtiment exhalait une odeur d'enfance abandonnée. Peinture écalcée, jouets cassés dans une cour en terre battue. Un silence qui semblait avoir une voix. Une femme maigre apparut sur le perron. Elle avait le visage de quelqu'un qui a vu plus de douleur qu'un feuilleton mexicain. « Bonjour, je peux vous aider. » « Je suis Mauricio Vasconcelos. J'ai besoin de savoir si un jour, un enfant nommé Raphaël a été ici. Il aura une 30aine d'années aujourd'hui. Ma mère l'a laissé ici. » Elle resta figée un instant, comme si ce nom venait de très loin. Raphaël Vasconcelos. Il acquiesça. « Attendez ici. » Elle entra lentement, comme si le passé lui pesait dans les pieds. Pendant ce temps, Mauricio marcha jusqu'à une balançoire rouillée. Les chaînes faisaient un bruit aigu, presque triste. Il s'assit sur le banc en ciment du jardin, et il attendit. Quelques minutes plus tard, la femme revint avec un classeur en carton. Elle l'ouvrit lentement. Documents anciens, photos en noir et blanc, fiches écrites à la main. « Ici, » dit-elle en montrant une fiche. « Raphaël Vasconcelos, laissé à 2 jours de vie. Nom de la mère, Aurelia da Silva Vasconcelos. » Mauricio se passa la main sur les yeux. C'était réel, il avait un frère. Et où est-il maintenant? Elle hésita. Raphaël était différent, silencieux, mais avec un cœur énorme. À 16 ans, il est parti vivre dans la rue. Il revenait parfois. Il n'a jamais voulu une foyer fixe. Il n'a jamais accepté d'aide. Il disait qu'il aiderait ceux qui en avaient besoin, parce qu'il savait ce que c'était de n'avoir personne. Mauricio sentit sa poitrine s'assurer. Et vive encore ici? La femme regarda le sol. Personne ne sait. Mais il y a un homme, connu comme le gardien. Il vit dans les ruelles du nord de la ville et dans les enfants. On dit que c'est un ange de la rue. Il n'a jamais voulu être reconnu. Il n'apparaît que quand un enfant disparaît ou souffre. Et chaque fois qu'il apparaît, il disparaît à nouveau. Mauricio avala difficilement sa salive. Ce gardien, pourrait-il être Raphaël? Elle le regarda simplement et répondit par une auto-question. S'il, le reconnaîtras-tu comme ton frère ou lui tourneras-tu toujours le dos? Le silence répondit à sa place. Dehors, le vent souffla fort. Un cerf-volant coupa le ciel gris, comme pour annoncer que les retrouvailles étaient plus proches qu'elles n'y paraîtraient. Mais ce que Mauricio ne savait pas encore, c'est que le passé fait toujours payer cher les décisions qu'on enterre. Il y a des choses qui ne se voient pas sur un test ADN, mais qui se retrouvent dans le regard, dans les gestes, dans la façon de toucher le monde du bout des doigts. Mauricio Vasconcelos, l'homme qui défilait sur les tapis rouges et apparaissait à la une des magazines, marchait désormais tête baissée dans l'un des quartiers les plus oubliés de la ville. Trottoirs défoncés, odeur de nourriture réchauffée, lampadaires éteints et des gens pressés de survivre. Là, personne ne le reconnaissait. Et si c'était le cas,
Personne ne s'en souciait. Parce que dans ce coin du monde, l'argent n'est pas une monnaie, c'est juste une distance. Il posait des questions sur le gardien. Certains riaient, d'autres détournaient le regard, mais une vieille dame qui vendait du maïs à l'angle le fixa dans les yeux et dit « S'il veut être trouvé, il apparaîtra, mais seulement si ton cœur est pur. » Mauricio voulut répondre, mais ravala sa salive. Parce qu'au fond, il savait qu'il restait encore des taches d'orgueil salissant ce qui lui restait d'humilité. Le jour laissa place à la nuit, et il s'assit sur un banc en béton entre des sacs et des restes de marché. Il était sur le point d'abandonner quand il entendit. Un enfant pleurait. Il tourna la tête. Il vit un garçon, chemise déchirée, genoux écorchés, essayant de relever sa petite sœur, qui semblait évanouie. Personne autour, personne pour aider. Mauricio s'approcha, s'agenouilla à côté de lui. « Que s'est-il passé, mon garçon ?» L'enfant ouvrit de grands yeux. « Elle est malade et on n'a personne. » Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une ombre apparut derrière. Pas ferme, voix basse, mais pleine d'urgence. « Je m'en occupe. » C'était lui. Grand, maigre, barbe non rasée et un vieux sac à dos à l'épaule. Il prit la fillette dans ses bras comme s'il portait le monde entier. Le petit garçon le reconnut immédiatement. « C'est lui, tonton, l'homme qui nous aide toujours. » Mauricio resta figé. Cette voix, cette manière de regarder l'enfant, cette façon de le tenir sans peur. « Raphaël » murmura-t-il. L'homme tourna le visage, le regarda droit dans les yeux. Et pour la première fois depuis des années, Mauricio se sentit face à un miroir brisé. « Tu as mis du temps, mais tu es venu. Tu es mon frère ?» Raphaël ne répondit pas par des mots. Il força juste une petite chaîne de sa poche, identique à celle que Mauricio portait en son enfance, celle qu'il avait perdue lors d'un incendie, mais avec une différence. Au dos, une inscription gravée à la main. « Lucas. » Le monde s'arrêta. « Tu as retrouvé mon fils ?» Raphaël acquiesça, mais son regard s'assombrit. « Je l'ai trouvé, mais je n'étais pas le seul. » « Que veux-tu dire ?»« Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il revienne, des gens qui ont peur de ce que Lucas a vu. » Mauricio sentit le sang se glacer. « Qu'est-ce qu'il a vu, Raphaël ?» Le frère soupira, levant les yeux vers le ciel couvert de nuages. « La vérité, et la vérité fait plus peur que l'obscurité. » Athéner gronda au loin, et là, entre deux frères qui ne savaient même pas comment se prendre dans les bras, naquit le début d'une guerre silencieuse, une lutte contre quelque chose de bien plus grand que la disparition d'un enfant. C'est facile de traiter de fou celui qui dit ce que personne ne veut entendre. Le plus difficile, c'est de se regarder dans le miroir après que le masque soit tombé. Mauricio et Raphaël marchaient dans une ruelle étroite, éclairée seulement par un lampadaire qui clignotait. La petite fille avait déjà été emmenée par une connaissance de Raphaël, qui faisait du bénévolat. Et maintenant, les deux frères marchaient côte à côte, comme si la vie essayait de recoudre un lien qui s'était brisé avant même de naître. « Qui sont-ils ces gens, Raphaël ? Pourquoi quelqu'un cacherait-il mon fils ?» demanda Mauricio, la voix tremblante. Raphaël la regarda de côté, avec un mélange de peine et d'ironie. « Tu as vécu entouré de caméras, de gardes, de contrats, et tu n'as jamais vu ce qui se passait à l'intérieur de ta propre entreprise. »« Comment ça ?» Raphaël s'arrêta devant un portail en fer tagué. Il frappa 2 fois. Une lucarne s'ouvrit, un visage méfiant, puis la porte grinça. À l'intérieur, un ancien entrepôt transformé en refuge de fortune. Matelas même le sol, d'enfants dormant dans des hamacs, des adolescents cuisinant et des sacs rafistotés. Un monde parallèle au sein de la ville. Ton fils a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû. On lui a dit de se taire, mais il ne l'a pas fait, et c'est là qu'il a disparu. De quoi parlais-tu ? Raphaël jeta une enveloppe sur la table. À l'intérieur des photos d'un laboratoire clandestin,
des flacons de produits cosmétiques avec des étiquettes falsifiées, de petits enfants empaletant la marchandise, et dans un coin d'une image floue, le logo de Vasconcelos Cosmetics. Mauricio pâlit. « Tu veux que ce soit un montage ? Mais ce n'est pas un montage, » dit Raphaël, sans colère, mais avec fermeté. « Tu n'as laissé l'entreprise dans les mains de gens avides, des dirigeants qui ont transformé l'usine en machine à broyer des innocents. Mais non, ce n'est pas possible. » Lucas l'a vu. Il est entré là-bas avec un camarade d'école par accident. Ils jouaient, sont entrés dans l'entrepôt arrière, ils ont vu comment on utilisait les enfants, ils ont essayé de le raconter, un des gardiens les a attrapés, l'ami a réussi à s'échapper. Pas Lucas. Pourquoi le m'ont-ils pas dit ? Pourquoi personne n'a demandé de rançon ? Raphaël s'approcha. Le regard fixe, parce que ce n'était pas un enlèvement, c'est une tentative d'étouffer l'affaire. Si tu faisais du bruit, toute l'histoire éclaterait au grand jour, et beaucoup de gens puissants tomberaient avec toi. Des gens qui utilisent encore ton nom. Mauricio sentait le sol se dérober sous ses pieds. Ses mains tremblaient, il avait du mal à les respirer. Mais où est-il maintenant, Raphaël ? S'il te plaît, où est mon fils ? Le frère hésita. Il regarda vers le fond du refuge et désigna du menton. Il est plus proche que tu ne l'imagines. Mais si tu veux vraiment le voir, tu dois promettre quelque chose. Tout ce que tu veux. Tu devras détruire ton propre empire pour sauver celui que tu aimes le plus. Un éclair fendit le ciel dehors. Et à cet instant, Mauricio comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de retrouver Lucas, il s'agissait aussi de se retrouver lui-même. Mais le prix pourrait être tout ce qu'il avait construit. Il y a des étreintes qui ne nécessitent pas de répétition. Il y a des retrouvailles qui ne demandent pas d'explication. Elles arrivent simplement, parce que l'âme en avait déjà la nostalgie. La pluie commença doucement, presque timidement, comme si elle avait peur de gâcher le moment. Mauricio suivait Raphaël dans un couloir étroit à l'intérieur du refuge. Le bruit des gouttes sur le toit en tôle rythmait chaque pas comme un tambour du destin. Au fond, une porte bleue écaillée, et de l'autre côté, un silence. « Il est là ?» murmura Mauricio, la main sur la poignée. Raphaël acquiesça. « Mais n'attends pas une fête. Il a traversé beaucoup de choses. Il a été effrayé, méfiant, et il a raison. » Mauricio inspira profondément. Il tourna la poignée. La pièce était simple. Un matelas dans un coin, une lampe de poche suspendue au mur, et des joints improvisés sur le sol. Au centre, un garçon aux cheveux en bataille, à la peau pâle et aux yeux crevés. Il était de dos, en train de dessiner avec des crayons de couleur dans un vieux cahier. Mauricio entra doucement. Son cœur battait dans sa gorge. « Lucas. » L'enfant tourna lentement le visage. Une seconde passa, 2, jusqu'à ce que les yeux reconnaissent. « Papa !» Ce mot faible et tremblant tomba comme un éclair dans la poitrine de Mauricio. Il s'agenouilla au sol. Les larmes vinrent avant les mots. « Oh mon Dieu, mon fils, tu es en vie !» Lucas ne pleura pas. Il ne courut pas non plus. Il resta immobile, comme si la peur le tenait encore attaché de l'intérieur. Il disait que tu m'avais abandonné, que tu savais tout et que tu m'avais laissé. Mauricio secoua la tête désespérée. « Jamais, mon fils, je ne savais rien. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. Pardonne-moi pour tout. » Lucas serra le cahier contre sa poitrine. Il frappait les enfants. Il disait que c'était normal, que c'était du travail. Mais il y avait un homme qui me cachait, qui me donnait à manger. Il m'appelait Petit Éclair. Il disait que j'étais fort. Mauricio regarda Raphaël. Raphaël regardait le sol. « C'était lui, n'est-ce pas ?» Lucas indiqua du menton. Mauricio acquiesça. « Mais n'attends pas une fête. Il a traversé beaucoup de choses. Il est effrayé, méfiant, et il a raison. » Mauricio inspira profondément. Il tourna la poignée. La pièce était simple. Un matelas dans un coin, une lampe de poche suspendue au mur, et des jouets improvisés sur le sol. Au centre, un garçon aux cheveux en bataille, à la peau pâle et aux yeux crevés. Il était de dos, en train de dessiner avec des crayons de couleur dans un vieux cahier.
et Mauricio entra doucement. Son cœur battait dans sa gorge. « Lucas !» L'enfant tourna lentement le visage. Une seconde passa, 2, jusqu'à ce que les yeux reconnaissent. « Papa !» Ce mot faible et tremblant tomba comme un éclair dans la poitrine de Mauricio. Il s'agenouilla au sol. Les larmes vinrent avant les mots. « Mon Dieu, mon fils, tu es en vie !» Lucas ne pleura pas, il ne courut pas non plus. Il resta immobile, comme si la peur le tenait encore attaché dans l'intérieur. Il disait que tu m'avais abandonné, que tu savais tout et que tu m'avais laissé. Mauricio secoua la tête désespéré. « Jamais, mon fils, je ne savais rien. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. Pardonne-moi pour tout. » Lucas serra le cahier contre sa poitrine. Il frappait les enfants. Il disait que c'était normal, que c'était du travail. Mais il y avait un homme qui me cachait, qui me donnait à manger. Il m'appelait Petit Éclair. Il disait que j'étais fort. Mauricio regarda Raphaël. Raphaël regardait le sol. C'était lui, n'est-ce pas? Lui qui a indiqué du menton. Mauricio à qui ça? C'est ton oncle, mon fils, mon frère. Et peut-être un ange que nous ne méritions pas. Le gars se leva doucement. Il marcha jusqu'à Raphaël, le regarda quelques secondes et l'enlaça, sans dire un mot. Et Mauricio, à genoux, vit cet étreinte se produire et comprit quelque chose qui faisait plus mal qu'une gifle. Il y avait quelqu'un qui, sans rien avoir, avait fait pour son fils ce que lui, ayant tout, n'avait pas su faire. Là, dans cette pièce modeste, 3 mondes brisés se touchaient pour la première fois. Et dehors, le tonnerre rugissait, comme pour prévenir. Maintenant commence la vraie tempête. Certains pensent que le pire, c'est de découvrir la vérité. Mais ce n'est pas ça. Le pire, c'est de découvrir qu'on a fait partie du mensonge. Après cette retrouvaille digne d'un film de vieille pétrisse, Mauricio pensait que les choses allaient se calmer, qu'il pourrait prendre son fils, disparaître avec lui dans un jet privé et tout oublier. Mais le problème avec la conscience, c'est que, une fois réveillée, elle ne se rendort plus. Le lendemain matin, Raphaël l'appelait au front du refuge. Ils s'assirent sur 2 caisses sous un cli gris, avec une odeur de gruau brûlé de la cuisine comme une odeur. « Tu veux la justice ou la vengeance ?» demanda Raphaël sans détour. « Je vais protéger mon fils. Alors, tu devras abattre l'arbre même où ils ont attaché la corde. » Raphaël ouvrit une vieille chemise. À l'intérieur, des documents, des preuves dires reçues, des enregistrements cachés, et même un audio avec l'avoine à des directeurs de Vasconceres Cosmetics qui parlait de rationaliser la production avec des mineurs. Tout ça reliait l'entreprise qui portait encore son nom, un réseau d'exploitation impliquant des politiciens locaux, des fausses ONG et même des policiers achetés. « Ça va tout détruire », murmura Mauricio livide. « Oui, mais c'est la seule façon de sauver quelque chose. » Mauricio regardait les pages comme si elle était de la dynamite. Et comment le rendre public? Les médias ne publieront rien. Ils sont compromis. Et la police, n'en parlons pas. Raphaël sortit une clé USB de sa poche. Il y a une chaîne, un journaliste indépendant. L'âme tremble, mais le fouet solide. Si cette vidéo sort, le silence s'arrête. Mauricio hésitait. Le monde qu'il connaissait s'effondrait trop vite. Mais alors, il se rappela du dessin que Lucas lui avait montré la veille. L'enfant avait dessiné un homme avec une lampe de poche, entouré d'ançons dans la gluite. « C'est toi, papa ?» avait-il dit, les yeux blancs d'armes. « Tu vas nous sortir de l'ombre ?» Ces mots résonnaient en lui, comme une prière, comme une dette. Ce même après-midi, Mauricio apparut dans l'ancien bâtiment de Vasconceres Cosmetics. Costume froissé, regard déterminé, il entrait dans la salle de réunion, où les dirigeants discutaient chiffres et jeta les documents sur la table. Soit vous démissionnez maintenant, ou demain cette entreprise sera à la une d'un scandale international. Tu es devenu maloir. Tu vas détruire ton propre nom. Mon nom, je peux le reconstruire. Ce que je ne peux pas faire, c'est de continuer à signer des contrats avec le diable en croyant vendre du parfum. L'un des directeurs se leva indigné. Qui va tout ruiner. Mauricio s'approchait. C'est déjà ruiné, mon ami. Sauf que maintenant, ça va puer au public. Il sortit de la salle avec la dignité de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Et pour cette raison, peut maintenant enfin gagner ce qui compte. Le même soir, la vidéo fut publiée. Titre rouge, image choquante, et la phrase finale du journaliste. Un empire basé sur l'exploitation des innocents, et un père qui, en perdant son fils, a trouvé la vérité. La vidéo devint virale.
Le pays s'arrêta. La justice commençait à se bouger. Et beaucoup de riches commencèrent à trembler. Mais ce n'est là que le début. Il y a des gens qui montent si haut dans la vie qu'ils oublient où se trouve le sol. Mais le sol a de la mémoire, et quand il appelle, c'est à Gemont qu'on revient. 2 jours après la diffusion du reportage, la demeure des Vasconcelos, autrefois parée de colonnes en marbre et protégée par des gardes armés, devint un lieu touristique pour les curieux et un point de ralliement improvisé pour la colère populaire. Pancartes, cris, casseroles frappées. Et le plus douloureux, des enfants, nombreux, brandissant des photos de leurs propres frères disparus ces dernières années, tous d'une manière ou d'une autre reliés à ce maudit réseau d'exploitation. Mauricio n'était plus là. Pendant que les avocats des anciens directeurs tentaient de sauver ce qu'il restait de l'image publique de l'entreprise, lui était retourné au refuge, entouré d'enfants, de vrais, sans maquillage, sans projecteur. « Dis, tu n'as pas besoin de faire ça », dit Raphaël en le voyant nettoyer les toilettes avec une brosse. « Si je dois, il faut que les mains qui ont construit ça apprennent à construire ceci. » Il nettoyait comme on demande pardon à chaque frottement. Pas parce qu'on l'obligeait, mais parce que c'était nécessaire. Dehors, le journaliste s'agglutinait. Il voulait une interview, une exclusivité, une. Mais Mauricio les refusait toutes. Si vous voulez me parler, venez avec un seau et du savon. Ici, on ne discute qu'avec ceux qui mettent la main dans la plaie. Lucas observait tout de loin, encore replié, mais avec un regard plus vivant. Et c'est dans cette nouvelle routine, où le luxe avait laissé place au béton fissuré et à la soupe claire, que le père et le fils commencèrent réellement à se connaître. Lucas apprit à son père à étendre le linge. Mauricio apprit à son fils à construire une maquette en carton. Raphaël observait et souriait discrètement. Mais la peine dura pas. Par une nuit lourde avec une odeur de pluie dans l'air, quelqu'un jetait une pierre dans le refuge. Elle brisa la fenêtre du cuisine avec la pierre un message. « Tu t'es attaqué à des gens puissants. Si tu continues, tu vas enterrer plus que des documents. » Mauricio prit la pierre, lut le message et la tendit à Raphaël. « Ils vont pas s'arrêter, hein ?» Raphaël secoua la tête. Ceux qui profitent de la peur ne supportent pas de voir quelqu'un la perdre. Alors Mauricio fit ce que personne n'attendait. Il convoqua une conférence de presse dans le refuge lui-même, avec les enfants autour. Et là, face aux caméras et aux micros, avec un costume usé et un regard ferme, il déclara « Si vous touchez à un de ces enfants, il faudra passer sur moi. Je suis plus PDG d'aucune saleté, mais je suis père et frère, et maintenant aussi bouclier. Vous pouvez me casser le visage, mon compte bancaire, mon passé, mais touchez plus à ces petites mains. » Silence. Puis des applaudissements. Et au milieu de tout ce bruit, une larme coula sur le visage de Lucas. Pour la première fois, il croyait à l'homme qu'il appelait papa. Mais les ennemis étaient plus proches de qu'on croyait. Il y a des noms qui pèsent plus lourd que l'or. Mais il y a des moments où il vaut mieux cracher sur son blason que dormir enlacé avec la honte. Le lendemain de la conférence de presse, Mauricio reçut une visite inattendue. Une voiture noire arriva sans plaque à l'avant, vitre intatée et moteur rugissant comme une bête en colère. En descendit un homme en costume grand avec ce regard qui jauge les autres comme on inspecte la viande en boucherie. « Docteur Mauricio Vasconcelos » dit-il d'une voix sèche, sans retirer ses lunettes de soleil. « Je n'ai plus moi, maintenant je suis juste Mauricio. » J'ai pas que ce ne soit pas si simple. L'homme lui tendit une chemise, à l'intérieur des documents, une notification légale. Plainte déposée par les anciens associés de Vasconcelos Cosmetics, motif diffamation, sabotage industriel, divulgation de secrets commerciaux, préjudice financier de grande ampleur. Ils me poursuivent pour avoir dit la vérité. Ils exigent que vous cessiez immédiatement vos accusations, que vous supprimiez les vidéos et que vous rétractiez publiquement, sinon vous perdrez tout droit sur les biens familiaux, compris d'héritage de votre mère. Mauricio esquissa un sourire en coin. Héritage ? Il croit qu'il reste encore quelque chose après que je le sais tout. La demeure est toujours un nom de Donna Orla. Et si vous signez ce document de rétractation, il propose de tout rétablir. Même le nom de l'entreprise reprendra le vôtre. Un retour triomphal, docteur Mauricio, tout peut être pardonné. Il suffit de dire que vous étiez émotionnellement instable et que vous vous êtes trompé. Mauricio referma calmement la chemise. Il regarda l'homme comme on regarde un puits sans fond. Et s'il chine pas?
Ils vont vous enterrer en justice dans les médias, là où il faudra. Et il faut enfermer le refuge pour enfants. Parce que nous avons découvert que le terrain est irrégulier, ils ont déjà engagé des actions pour l'expulsion. La menace n'était pas voilée. Elle était brute. Mauricio marcha vers la porte du refuge. De là, il voyait Raphaël jouer avec de petites filles, leur apprenant à dessiner des étoiles avec des craies colorées. Lucas riait avec un chien errant devenu la mascotte du lieu. Et dans un coin, une pancarte peinte par une des enfants. Ici, on ne prétend pas aimer. Il respira profondément, revint à l'intérieur, dit au chef que s'ils veulent la maison, qu'ils la prennent. S'ils veulent effacer mon nom, qu'ils l'effacent. Mais c'est en droit. Il n'y a pas d'acte de propriété qui puisse l'acheter. L'homme en rassembla les papiers, irrité. Vous allez le regretter. Peut-être, mais pas autant que j'ai regretté d'avoir ignoré mon sang pendant 20 ans. Ce soir-là, Raphaël apparut à la porte de la chambre, les yeux baissés. « Tu vas vraiment tout perdre ? Je l'ai déjà perdu, Raphaël, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Il tendit à Raphaël une feuille. C'était l'acte de propriété du terrain Lurfouge, officiellement donné à une nouvelle fondation, Institut Lucas, pour une enfance libre. S'ils veulent enlever ça, ils devront en verser un nouveau nom, un nom que nous avons reconstruit avec la vérité. Raphaël l'embrassa fort, pour la première fois comme des vrais frères. Mais pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, une silhouette mystérieuse parlait au téléphone, sur le toit d'un immeuble à miroir. Il ne s'arrêtera pas. Nous devons jouer notre dernière carte. De l'autre côté de la ligne, une voix forte répondit « Alors, prenez-lui ce qu'il reste. Prenez-lui l'enfant. » Et l'obscurité recommença à rôder. Il y a des menaces qui viennent avec l'obscurité, mais il y a un courage qui naît de la douleur, et quand ce courage grandit, même l'enfer ne peut l'arrêter. Cette nuit-là, lourde et chaude, sous un ciel chargé de nuages et un silence tendu comme une apnée, Raphaël fut le premier à le sentir. Le chien, ce bâtard qui vivait librement dans le refuge, se mit soudainement à aboyer, et ce n'était pas un aboiement de jeu, c'était une alerte, de ceux que les anciens appelaient le cri de l'âme qui sent le danger. Raphaël sortit de son hamac, enfila ses sandales, attrapa sa lampe torche. « Il y a quelqu'un » cria-t-il, avançant vers le fond. Rien. Jusqu'à ce qu'il le voie. Une ombre. 2. 3. Des hommes cagoulés et silencieux, comme des fantômes à gages. L'un tenait ce qui semblait être un chiffon, un autre une pince coupante, et le troisième une arme. Le sang de Raphaël se glaça. Il courut vers le dortoir. Lucas dormait paisiblement se recroquevillé sur le lit superposé, serrant un vieil oreiller qui sentait le savon. Raphaël le prit dans ses bras. Il ne pensa pas, il agit. « Mauricio, ils sont venus pour Lucas !» cria-t-il en défonçant la porte de fortune de la chambre de son frère. Mauricio bondit du lit, pieds nus, confus. « Qui ? Qu'est-ce que… » Mais le bruit se faisait déjà entendre. Un claquement, une chaîne qu'on coupe, le portail arrière qui cède. Raphaël ferma la porte de l'intérieur, poussa l'armoire contre. « Ils ne l'emporteront pas. Pas tant que je respire. » Lucas dormait, effrayé. « Papa ? Tonton ?» Mauricio s'agenouilla, tenant le visage de son fils. « Écoute-moi, mon fils, papa est là, tout ira bien. Ferme les yeux, fais confiance à nos voix. » Dehors, des voix basses. « Défoncez-la, il est là-dedans !» Raphaël courut vers la cuisine, revint avec une vieille machette de bûcheron. « Je les retiens. Toi, tu t'échappes avec l'enfant par la sortie latérale. »« Mais tu es fou. Je vais pas te laisser seul. »« Tu m'as déjà laissé. Mais maintenant, tu as l'opportunité de faire autrement. » Mauricio s'arrêta. Des larmes montèrent. Raphaël sourit. Un sourire triste. « Va, frère. Laisse-moi être le bouclier que j'ai toujours voulu être. » La porte tremblait. Un coup de pied, 2. La barrière commençait déjà à céder.
Mauricio prit Lucas dans ses bras et courut vers le fond. Ils sortirent par une ouverture dans le mur que les enfants avaient fait autrefois pour s'échapper quand l'ambiance devenait lourde dans le refuge. Dans l'obscurité, il courait comme un fou, son fils serré contre sa poitrine. Il ne fuyait pas seulement la menace, il fuyait la culpabilité, le passé, la lâcheté. Arrivé dans une rue plus passante, il cria à l'aide. Il cria de toute son âme. Un voisin se réveilla, appela la police. D'autres approchèrent. Mauricio, à genoux, enlaçait son fils tremblant. Ils allaient l'emporter. Ils allaient effacer mon fils. Lucas pleurait doucement. Mais tu ne l'as pas permis. Quelques minutes plus tard, sirène, police, cris. Mais Raphaël était resté derrière, et personne ne savait encore s'il avait réussi à résister ou s'il était emporté avec le silence. Il y a des gens qui deviennent des héros dans les journaux. Raphaël, non. Raphaël est devenu un héros dans l'obscurité. Sans une seule couverture, sans applaudissements dans le dos, juste du courage brut et des blessures. Quand la police arriva au refuge, la scène était d'un champ de bataille. Portes défoncées, du sang séché sur le sol, une machette jetée dans un coin et des marques de lutte partout. Mais Raphaël n'était plus là. Il avait disparu. Évaporé, sans trace, sans empreinte, sans témoin. Mauricio passa des jours entiers sur place, sans manger, sans dormir. Il tournait en rond, demandant aux enfants ce qu'ils avaient vu, si quelqu'un avait entendu quelque chose. Mais la réponse était toujours la même. Tonton Raphaël s'est battu avec les hommes. Après, le silence. La presse tenta de transformer l'histoire en spectacle. Titre après titre. Ex-milliardaire accusé d'avoir mis en scène sa propre tragédie. Disparition mystérieuse dans un refuge pour enfants. Était-ce toute une mise en scène? Mauricio ne répondit à aucun. À la place, il se rendit au commissariat. Il exigea une enquête. Il apporta les documents que Raphaël avait réunis, les preuves du réseau criminel, les noms des impliqués. Et là, devant les procureurs et les enquêteurs, il jeta tout sur la table. « Arrêtez qui vous devez arrêter, même si c'est moi, mais ramenez-moi mon frère. » Ce même jour, un jeune journaliste, débutant sans peur de perdre son poste, décida de suivre les pistes que les autres ignoraient. Il analysa les caméras de surveillance de la zone. Il parla aux sans-abri, ces gens que personne n'écoute mais qui voient tout. Et il découvrit. Raphaël avait été emmené dans une voiture noire, sans plaque. Des témoins juraient qu'il était blessé, mais conscient, et qu'il avait été transféré dans une clinique, de celles dont on ne sait jamais si elles soignent ou font disparaître. Mauricio y resta là. Il a affronté les gardes, il exigea d'entrer. « Nous n'avons personne de ce nom ici, monsieur, » répondit le directeur d'une voix glaciale. Et dans le fond du couloir, une femme de ménage murmura « Le monsieur barbu, il est dans la chambre 23, mais il ne laisse personne le voir. » Mauricio entra de force. Chambre 23. Et là, étendu, les yeux tuméfiés, la bouche enflée, les côtes marquées, se trouvait Raphaël. Il respirait, mais inconscient, s'élatait, attaché au lit comme un criminel. Mauricio pleura en silence. Il prit la main de son frère et chuchota. « Tu as sauvé mon fils. Maintenant, c'est à moi de te sauver. » L'infirmière tenta de l'arrêter. Il la repoussa. Il déverrouilla les manocs. Il prit son frère dans ses bras, comme Raphaël l'avait fait avec Lucas quelques jours plus tôt. « On rentre à la maison, mon frère. » Et il sortit, portant ce corps blessé comme il portait son propre passé dans ses bras. Dehors, des flashs, des journalistes, des cris. Mauricio s'arrêta. Il regarda la foule.
Cet homme ici est le véritable héros. Il s'appelle Raphaël Vasconcello. Et si quelqu'un en doute, qu'il vienne le regarder dans les yeux. » Silence. Puis des applaudissements timides, des cris de soutien, et une voix d'enfant qui hurla « Merci, tonton Rafa !» Puis là, au milieu du trottoir, avec Raphaël dans ses bras et Lucas lui tenant la main, que Mauricio comprit. Le nom Vasconcello ne valait désormais quelque chose que parce qu'enfin, quelqu'un avait donné sa vie pour lui. Il y a des lieux qui furent jadis des prisons et qui, avec du courage, deviennent des abris. Il y a ceux qui perdent ce qu'ils ont construit juste pour découvrir ce qu'ils n'ont jamais eu. 2 semaines après le sauvetage de Raphaël, ce qui n'était auparavant que poussière et peur s'était transformé en briques, en peinture fraîche et en promesse d'avenir. L'ancienne usine de Vasconcelos Cosméticos, où tant d'injustices avaient eu lieu, fut officiellement confisquée par décision judiciaire. Et grâce à l'action directe de Mauricio, désormais de retour dans les médias, non comme millionnaire, mais comme lanceur d'alerte et militant, le lieu fut transformé en un projet ambitieux. Fondation Pont de Lumière. École, refuge, atelier d'art, soutien psychologique et médical gratuit pour enfants en situation de rue. Et, au sommet du bâtiment, une enseigne avec le nouveau nom, écrit avec les mêmes lettres dorées qui annonçaient autrefois des parfums de luxe. Centre Raphaël Vasconcelos de protection de l'enfance. Le jour de l'inauguration, des centaines de personnes se rassemblèrent. Enfants, anciens employés contraints au silence, mères, bénévoles, habitants du quartier. Raphaël était encore en convalescence. Assis dans un fauteuil roulant, le bras plastré et un bandage sur le visage, il observait tout en silence, les yeux brillants. À ses côtés, Lucas, fier, et de l'autre, Mauricio, en habit simple, manches retroussées et mains durcies par le travail. Il monta sur une caisse en bois, improvisée en estrade. Il saisit le micro avec la même fermeté qu'il utilisait autrefois pour signer des contrats. « J'ai passé ma vie à vouloir monter, et en chemin j'ai oublié qui me poussait depuis là-bas. J'ai oublié ma mère, mon frère, mon nom et ce qu'il pouvait signifier. » Silence. Personne ne toussait, personne ne bougeait. Lucas, mon fils, m'a appris plus en 3 semaines que ce que j'ai appris en 30 ans d'université. Et Raphaël, Raphaël n'est pas seulement mon frère, c'est le nom qui donne désormais abri à ce bâtiment. Car quand tout s'est effondré, c'est lui qui a soutenu l'essentiel. Il se tourna vers son frère. « Rafa, merci d'avoir été un père pour mon fils, d'avoir été une lumière là où je ne voyais que du profit. » Raphaël tenta de rire, mais la douleur était encore visible. Il prit le micro de sa main libre. « Je n'ai jamais voulu voir mon nom sur un bâtiment. Je voulais juste qu'aucun enfant ne vive ce que nous avons vécu. Et maintenant, si ce bâtiment est un abri, alors il vaut plus que n'importe quel titre. » Lucas s'approcha. Il les prit tous les 2 dans les bras. Je fus la première étreinte à 3. Et à cet instant, aucune fortune au monde ne pouvait payer ce qu'ils construisaient ensemble. Le public applaudit debout. Des gens pleuraient. D'autres se regardaient comme s'ils se reconnaissaient. Parce que tout cela, à un moment de leur vie, avait été Lucas, pour Raphaël, ou même Mauricio. Et ce qui avait commencé par la disparition d'un enfant
était désormais une semence pour que plus jamais un autre enfant ne soit oublié. Mais le temps réservait encore une dernière surprise. Il y a des mots qui guérissent plus que de médicaments. Et il y a des lettres qui arrivent quand le cœur est prêt à les lire. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'inauguration de la fondation. Raphaël récupérait lentement, Lucas dormait désormais sans cauchemar, et Mauricio avait tronqué les réunions pour des cercles de discussion avec des enfants et adolescents chaque semaine. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir, c'était une enveloppe sans effrecteur, glissée sous la porte au petit matin. À l'intérieur, une feuille pliée en 4 et un mot manuscrit. Pour celui qui a tout perdu pour enfin se retrouver. Mauricio ouvrit le papier et lut. Je n'étais jamais dit, mais j'ai toujours su que j'avais un frère. Maman parlait peu, mais quand elle regardait par la fenêtre, c'était de toi qu'elle parlait, même sans dire ton nom. Je t'ai haï, puis je te compris, et aujourd'hui je t'aime. Tu n'es pas devenu mon héros quand tu as donné ton nom à un bâtiment. Tu lui es devenu quand tu as pris mon neveu dans les bras et que tu l'as fait courir sous la pluie, fuyant la peur. Ce soir-là, tu as porté plus que Lucas. Tu as porté un monde entier, le nôtre. Merci, frère. Raphaël. Mauricio pleura. Il s'assit par terre, les jambes croisées, la lettre sur les genoux. Lucas entra, tenant un pain à moitié mangé. « Tu pleures, papa ?»« Oui, mais c'est de joie, mon fils. »« C'est bon, alors, je peux m'asseoir ? » ?»« Viens. » Lucas s'assit à côté. Il déchira un bout de pain et le tendit à son père. « Partage, c'est ce que dit tonton Rafa. Si on partage, ça ne manque jamais. » Mauricio prit le pain, mangea en silence et pensa. Le pain, la lettre, le nom. Il n'avait plus de société, plus de voitures blindées, plus d'appartements à l'étranger. Mais il y avait un frère, un fils et un but. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Il y a des histoires qui finissent avec un point final. Mais il y a celles qui, lorsqu'elles semblent se terminer, ne font que recommencer. 1 an plus tard, la fondation Rafael Vasconcelos était devenue une référence nationale. Des enfants avaient été réinsérés dans des familles, d'autres étaient devenus artistes, étudiants, citoyens. Mauricio avait été invité à des conférences, des interviews, des documentaires. Mais il n'acceptait que celles où il pouvait emmener Lucas. « Mon meilleur discours, c'est lui », répétait-il. Raphaël, déjà rétabli, avait ouvert un vieux rêve, une petite école de musique. Dans une pièce annexe du centre, il enseignait aux enfants à jouer du tambour, de la guitare, à composer et parfois à se taire pour écouter. Lucas, lui, avait écrit un livre. Oui, un livre. Avec l'aide d'un professeur bénévole, il raconta son histoire du point de vue d'un enfant. Le titre ?
le pain, le chiffon et le millionnaire. Il disait que le pain représentait ce qu'il partageait, le chiffon ce qu'il avait sur lui quand il fut retrouvé, et le millionnaire ce qu'il avait découvert que son père n'était pas, mais ce qu'il pouvait encore devenir. Le livre devint un succès, et les bénéfices furent tous reversés à la fondation. Un jour, lors d'une conférence, un enfant dans le public demanda « Monsieur Mauricio, êtes-vous devenu riche ?» Il sourit, réfléchit, et répondit « Mon fils me regarde et m'appelle papa avec fierté. Mon frère m'appelle frère sans rancune. Et je dors en paix, sans serrure dorée. » Il se pencha, regarda l'enfant dans les yeux. « Dis-moi, mon petit, connais-tu plus grande richesse que celle-là » Le garçon sourit, et l'auditorium entier se leva pour applaudir. Parce que certains hommes perdent tout pour gagner ce qui n'a pas de prix. Et parfois, il faut qu'un enfant disparaisse pour qu'un père se trouve.